Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains mois sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire, comme on est en début de mois et qu'on ne l'a pas encore fait, l'analyse mensuelle. On a pas mal de choses à voir, donc on ne va pas perdre trop de temps. On va se diriger directement vers la cryptomap. Donc la cryptomap est clairement dominée par les mêmes coins, et je dirais même par les chiens. On a le chien classique qui nous fait du 97%, le chien abonné qui nous fait du 330%, le chien avec un casque de viking 315, le chien japonais 203%, le chien grenouille 400% et le chien qui est content 217%. Voilà, donc les chiens dominent le marché, mais sinon, la plupart des altcoins nous font quand même des belles performances, entre 20 et 50% en moyenne. Voilà. Donc tout va bien de ce côté-là. Alors là, c'était pour la semaine. On va jeter un coup d'œil au niveau du mois. C'est à peu près la même chose. Il y a toujours la dominance des têtes de chien. Et voilà, on peut voir quand même pas mal de petits 50, des 100%, des 80. Voilà, donc c'est plutôt un mois assez agréable. Le portefeuille de la chaîne, il est pratiquement à 29 000 dollars. Il avait un peu dépassé 29 000 dollars dans la journée. Donc c'est presque x3. C'est pas mal. On va pas s'attarder dessus aujourd'hui. On peut voir peut-être les gagnants de la semaine. Bah voilà, bon, sans trop de surprise, c'est Doge. En deuxième, bon bah un même coin, même. Et ensuite Theta et Océan. Le dollar. Alors on va pas faire une grosse analyse mensuelle sur le dollar. On va juste revoir rapidement les scénarios. Donc nous ce qu'on veut, c'est ça, c'est un dollar baissier sur le long terme, puisque depuis sa création, le dollar et le bitcoin sont toujours inversement corrélés, c'est-à-dire que sur du moyen long terme, lorsqu'on a un dollar baissier, on a un bitcoin haussier et inversement. Voilà. Donc on veut que dans les prochains mois, bien entendu, ça continue à chuter. Voilà. Mais est-ce que ça va chuter tout de suite? Par exemple, là, on a trouvé un bottom, on a corrigé, et puis là, allez, on entame la chute, on va corriger. Ou d'abord, on va aller monter, par exemple, jusqu'ici, donc en faisant une correction en A, B, C, avant de prolonger la chute. Voilà, c'est la seule question qu'il faut se poser. Alors bien entendu, il y a aussi le dernier scénario, hein, celui qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire qu'on a là, on a trouvé un double bottom, on est en train de faire peut-être un W, on va aller casser ça, valider ce W, rechercher en premier cette zone, la dernière zone, on va dire, euh, de sécurité. Bon, par contre, après, si on casse cette zone, eh bien, on va probablement aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, ce serait un dollar haussier sur du long terme, et donc, ça serait problématique pour le Bitcoin. Voilà. Donc, on met le scénario de côté pour le moment. Nous, nos scénarios, puisqu'on veut un Bitcoin haussier, c'est un dollar baissier. Donc, on va juste se demander, est-ce qu'on va avoir un mouvement comme ça avant la chute? Et ça entraînerait probablement, parce que c'est un mouvement qui va durer plusieurs semaines, donc ça entraînerait potentiellement une chute sur une chute importante sur le Bitcoin. Voilà, sinon il n'y a pas plus de choses à dire puisque ça fait pas mal de temps, ça fait 2 mois maintenant on est bloqué dans les mêmes niveaux, aux alentours des 103, 104. Donc ça n'a pas du tout bougé, donc il n'y a rien de choses à dire. Repérez quand même la trendline hein, qui est formée d'ailleurs par notre flèche ici, hein, vous voyez, il y a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, là pratiquement également. Voilà, donc déjà une cassure de cette trendline, ce serait probablement un signal comme quoi on irait peut-être rechercher cette zone avant de chuter. Bref, le Bitcoin. Alors, on va d'abord... non, avant. Alors oui, on est sur le Bitcoin, mais ce qui va nous intéresser, c'est la liquidité. Puisque, comme vous le savez, pour avoir un bull run dans des bonnes conditions, il nous faut deux facteurs, on va dire, externes. C'est-à-dire un dollar baissier, puisque quand le dollar, en fait, c'est simple, quand le dollar, il baisse, tout simplement, les investisseurs vont se réfugier dans les actifs qui, eux, montent. Donc, c'est les actifs traditionnels, que ce soit le SP500, etc. Et également une petite partie en crypto, donc tous les actifs risqués. Voilà. Et au contraire, quand on a un dollar très fort et qui monte beaucoup, et bien tout simplement, eh bien les gens retournent dans le dollar parce que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup moins risqué. Donc c'est toujours mieux de gagner en dollars que pour les gros investisseurs que de rester dans les marchés à risque qui en général justement vont avoir tendance à chuter quand le dollar monte. Donc première chose pour avoir un joli bull run, c'est avoir un dollar qui baisse. Et jusqu'à présent, dans tous les précédents bull run, on a eu
justement cette belle condition. La deuxième condition, c'est également une liquidité qui monte. Alors c'est quoi une liquidité? On parle de la global net liquidité, donc c'est une sorte de moyenne de l'impression monétaire de tous les plus grands pays. Alors je j'ai pas la liste exacte, mais c'est beaucoup de pays, et voilà, tous les plus importants. Et donc c'est leur impression monétaire. Et ce qu'on peut voir tout simplement, c'est que la courbe du Bitcoin suit l'impression monétaire, hein. Quand on a une impression monétaire qui chute, eh bien on a le Bitcoin qui chute. Quand l'impression monétaire remonte, ça remonte. Quand ça rechute, eh bien voilà, soit ça chute, soit comme là, ça stagne. Et puis ensuite, quand ça remonte, ça remonte. Là, ça a stagné un peu. Et puis là, si on zoome, eh bien voilà, on est depuis le mois de février, on est en train là de remonter. Et on a eu cette, justement, depuis le mois de février, cette belle hausse. Et donc, c'est c'est la deuxième chose externe au Bitcoin qu'il nous faut pour avoir un beau bull run. Jusqu'à présent, on les a toujours eu dans les précédents bull runs. Voilà, donc si on ne les avait pas, est-ce que ça pourrait remettre en question euh, le bull run? Probablement. Donc c'est pour ça qu'on surveille. Donc pour l'instant, tout va bien. On a bien un dollar baissier, on a bien une liquidité depuis qui quand même remonte. Voilà, on prend son temps. Donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est une accélération, hein, comme on a pu avoir par exemple ici, ou alors même ici, lors du précédent bull run. Voilà, une immense afflux de liquidité, ça nous a donné ça. Donc voilà, on aimerait bien voir un mouvement également comme ça. En fait, ce qu'on veut surtout pas voir, par contre, c'est au contraire une chute de la pression monétaire. Donc maintenant que ça s'est vu, hop, on va passer rapidement au Bitcoin court terme. Donc on avait quoi? Alors on s'était arrêté probablement par là la dernière fois. Donc on a entamé une phase de consolidation. Moi, j'attendais une dernière petite jambe haussière, tout simplement parce que par rapport au décompte wave, on était dans une dernière vague. Et donc cette dernière vague, si on descend du coup dans les petits time frames, je comptais. Alors on va se mettre un petit RSI, on reviendra sur le MACD après. Voilà, donc une vague, deux vagues, une vague, deux vagues, trois vagues, trois vagues et donc quatre vagues la consolidation. On a décidé de consolider dans une sorte de triangle. Donc 4, et puis une cinquième vague avec, on attend une divergence. Pour l'instant, on a bien une divergence qui se met en place. Vous voyez qu'on est beaucoup plus bas, alors que le prix est plus haut. Donc bien entendu, si on continue à monter trop, elle sera annulée, mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, triangle, en plus on avait un triangle graphique, donc c'était bien. Donc j'ai pris un trade à la cassure tout simplement du triangle, avec validation. Alors, vous pouvez voir qu'on a une sorte de petite validation également, on peut se servir du RSI avec la moyenne, vous voyez qu'on on recasse la moyenne mobile par le haut, mais également, surtout, par rapport au MACD, moi j'aime toujours bien avoir le MACD, et comme en 4 heures c'est plutôt lent, bien évidemment, j'étais descendu dans les petits time frames, donc voilà, avec la double validation ici, sur le stock RSI et le MACD, en même temps que la cassure du triangle, donc voilà, ouverture de trade, et théoriquement, si vous êtes dans le même genre de trade, vous avez acheté là, et que vous visez une petite vague haussière, hein, pas to the moon, hein, là c'est vraiment un trade court terme, bien entendu, on a des trades plus long terme ouverts plus bas, mais là c'est juste un trade pour une petite vague haussière, et bien il y a des TP, voilà, tout simplement aux projections Fibonacci, voilà les TP, donc le premier TP il était là, c'est pour ça que je l'avais prévenu sur Twitter. Donc là voilà, prix d'entrée 62 400, au premier TP on était à 65 000, là on est à peu près à 66 000 je crois. Et ensuite, il y a d'autres TP. Il y a d'autres TP au 0,618, donc techniquement c'est le TP le plus important. Donc là, c'est mon premier TP. Moi, j'ai pas pris celui-là parce que bon, le bull run, le Bitcoin, il est assez puissant en ce moment, donc j'ai pas favorisé la première zone. Donc là, je prends mon premier TP et ensuite je prendrai TP2 et TP3. Voilà. Et puis TP4, on verra. Soit je prendrai pas de TP4, ou soit je laisserai courir si ça se produit. Mais j'attends moi techniquement une correction dans cette zone. Donc ça, c'est le court terme. On va peut-être aller rapidement justement voir le plan Elliott Wave pour compléter l'analyse court terme avant d'aller faire l'analyse mensuelle. Donc, hop, on va dézoomer un peu. Peut-être dézoomer un peu plus. Donc le plan, il ne change pas. On a un bottom ici et on veut 5 vagues haussières pour faire un bull run. Donc 1, 2, là, on est dans la troisième vague. Ensuite, on aura une vague 4 et une dernière vague haussière. Si le décompte est bon, bien évidemment. Donc, dans chaque vague, on veut voir 5 sous-vagues, hein, donc c'est des sous-vagues bleues. Bon, là, je les ai effacées pour simplifier le graphique, puisqu'on n'est plus dedans.
Donc là, voilà, on est dans la 3, on veut 5 sous-vagues bleues, elles sont dessinées là. Alors hop, on va même se mettre en weekly. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ce qui m'embête, bien entendu, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est qu'on n'a pas la divergence sur la vague 5. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est pour ça que on peut aller voir également le deuxième scénario. On n'ira pas le voir aujourd'hui pour gagner du temps, mais voilà, on le verra dans la prochaine vidéo. Bref, on est dans la dernière vague bleue, donc voilà, il ne reste plus que les sous-vagues encore plus petites. Donc on va zoomer un peu, tout simplement. Donc c'est des sous-vagues jaunes, et on a 1, 2, 3, 4, 5. Et si on zoome encore plus, que j'ai fait justement sur le graphique précédent, et bien dans cette toute dernière vague 5, on a, vous pouvez le voir ici avec le RSI, 1, 2, 3, 4, 5 avec une vague 5 qui est pour l'instant divergence, et si elle corrige dans pas trop longtemps, on devrait garder cette divergence et avoir fini cette vague. C'est-à-dire qu'au minimum, de toute façon, on devra corriger cette vague. Donc admettons qu'on est juste un peu plus haut, par exemple là on a un gros niveau, on devra au minimum corriger cette vague. Donc aller rechercher les 60 000, les 58 000, voire les 57 000. Voilà. Donc ça, c'est le minimum. Mais bien entendu, moi, je m'attends à une plus grosse correction, que ce soit pour scénario ou l'autre, puisque c'est une vague qui est contenue dans d'autres vagues, et donc on va probablement corriger la vague supérieure. Voilà. Mais voilà. Donc si on est bien dans ce plan et qu'on finit cette vague 4, par contre, vous voyez d'ailleurs qu'on on est arrivé quasiment aux objectifs, hein, là, au dernier objectif le plus important. On avait 1, 2, 3, voilà, donc là on arrive proche. Alors il y en a encore au-dessus, mais ça c'était les plus probables, tout simplement. Et vu que le décompte se finit, ça tombe bien. Donc admettons, on finit par là. Eh bien, alors je vais reprojeter, voir si c'est bien fait. On devrait avoir une correction. Voilà, on va le mettre un peu plus haut, voilà, là où il y a vraiment l'objectif. Eh bien, qui nous emmène ici, au minimum au 0,236, donc 57 000, et qui pourrait même aller jusque 51 000, voire même si on devait avoir une correction très puissante, mais c'est pas à privilégier techniquement, hein, ces deux. Alors, j'ai même changé ça parce que c'est les deux targets à privilégier, c'est quand même 0,236, 0,382, mais on pourrait aller également au 46 252. Voilà, c'est le dernier objectif. On n'est pas censé aller plus bas. Moi, je favoriserais plutôt cette zone-là. Mais voilà, donc on peut quand même rechuter aux 57 000 ou aux 51 000 si, bien entendu, on arrive dans cette correction à ces niveaux-là. Si on va plus haut avant de corriger, hein, c'est-à-dire que si voilà, hop, je vais réessayer. Donc, si ça monte encore hein, et que ça se termine plus haut, par exemple au dernier objectif, aux 75 000, bien entendu, eh bien, on n'ira pas aussi bas, on ira probablement vers les 60 000 pour corriger. Bref, on verra ça, les plans Elo 12, dans une prochaine vidéo. C'était juste pour mettre un petit rappel, une petite mise à jour. Mais on va se focaliser plus aujourd'hui sur l'analyse mensuelle. On va s'enlever ça. On va se remettre bien, donc, du coup, en mensuel. Hop, est-ce qu'on est tout bon? Ok, on est tout bon. Donc, le mois dernier, on a eu un très beau mois, une très belle bougie, donc un très joli mois de février. Ça fait longtemps, je crois qu'on n'a pas eu des aussi belles bougies. Voilà, c'est assez rare quand même. On en a peut-être une par bull run. Voilà, donc ce sera peut-être la plus grosse bougie du bull run. Ou pas, hein, on ne sait jamais. Il peut y avoir un bull run très puissant ce coup-ci. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette analyse mensuelle. Hein. La force du bull run, la comparaison par rapport aux autres bull run. On a pas mal de petites choses à voir. Donc, on va commencer rapidement, on va aller faire un tour du côté de quelques indicateurs. On va commencer par les moyennes mobiles. Vu qu'on est en mensuel, je prends les moyennes mobiles exponentielles qui sont plus près du prix. Voilà, c'est un peu plus juste en général, les exponentielles sur les très gros time frames. Sinon, en général, alors je vous montre tout simplement sur des moyennes mobiles classiques, on va être trop éloigné, vous voyez, on va être trop éloigné des moyennes mobiles. Donc du coup, on a beaucoup moins de repères, donc c'est mieux de passer en exponentiel, tout simplement. Donc, on a quoi? On n'a que 3 moyennes mobiles, tout simplement, puisqu'on n'a pas assez de longévité pour avoir la moyenne mobile de 100. Donc on a la jaune, c'est la 100. La orange, c'est la 50. Et la rose, c'est la 21. Et ce qu'on peut voir, c'est que bon, voilà, la plus importante, c'est la 21. Vous voyez, bon, quand on la casse, en général, c'est la dernière partie du bull run, c'est le bottom. Puis on vient rechercher la 50, voire la 100.
hein. Vous voyez là, 50, presque la 100, la 50, la 100, c'est parfait. Mais que pendant le bull run, du coup, on tient cette moyenne mobile. Et que lorsque on est dans la dernière partie du, du bull market, eh bien, on vient même plus la rechercher. Vous voyez, on vient plus la rechercher. À part ici, là, voilà. Mais sinon, c'est rare qu'on vienne la rechercher. On s'en rapproche, mais on ne vient même plus la rechercher. On s'en éloigne. Et puis quand on revient la rechercher, en général, c'est la fin des haricots. Comme ici, voilà, hop, on revient la rechercher, c'est la fin. Et c'est le bear market. Donc vous voyez que dans la phase, vraiment la phase exponentielle, la phase de bull run, on vient pas la toucher. Voilà. Donc techniquement, si bien entendu, on a un bull run avec des corrections de l'ordre des anciens, ça veut dire on n'a pas des corrections supérieures à 50%, on ne devrait plus revenir chercher cette moyenne mobile avant la fin du bull run. On pourrait à la rigueur s'en approcher, mais on ne devrait plus revenir la chercher. Ça veut dire qu'on ne devrait plus revenir sous les 38 000 $. Et puis vu que vous voyez qu'elles ont commencé quand même fortement à monter, d'ici très bientôt, elle sera aux 40 000 $. Donc voilà, techniquement, je pense qu'on ne devrait plus revenir sous les 40 000 $. Et je vais même vous dire, on ne devrait plus revenir aux 42 000 $. Pourquoi? Eh bien, si on reste en mensuel, on peut voir que, vous voyez ici, on a clôturé sous les 42 000 $. On a eu une mèche, mais on a clôturé. Le mois d'après, pareil. D'ailleurs, vous voyez qu'on a ouvert et clôturé aux 42 000 $. Encore une fois, on n'a pas réussi à clôturer. Donc pendant 2 mois, il a fait résistance ce niveau. Et ensuite, on a la bougie de décollement. Voilà. Donc en gros, vous savez que les derniers niveaux importants pour acheter, c'était les 25 000 $, voire les 31 000 $ à la cassure de ce niveau, qui était le niveau le plus important. Et voilà. Pour moi, voilà, c'était acheter là, voire dernière limite, acheter là. Mais vraiment, les retardataires, là, il y avait, vous voyez, il y avait, on va dire, un dernier créneau pour moi. Pour l'ultime créneau des retardataires. Pendant 2 mois, on a bloqué aux 42 000 $. Et ensuite, boum, ça a décollé d'un coup très puissamment. Puisqu'au début de février, on est encore bloqué à ce niveau. On n'est pas parti dès le début de février. C'était plus vers la mi ou la fin février. C'est pas un mouvement d'un mois, ça. C'est un mouvement de 2 semaines. Enfin, on peut aller voir rapidement en weekly. Ouais, c'est quand même la semaine du 5 au 12. Mais voilà, après, vraiment, le mouvement puissant, c'était vers la fin du mois. Donc, les gens qui ont raté ce dernier petit niveau d'achat important et qui n'ont pas eu le temps d'acheter dans cette grosse bougie, eh ben, on n'est pas censé leur donner l'opportunité de racheter à ce prix-là. Voilà. C'est comme là, on n'était pas censé leur donner l'opportunité de racheter vers les 20 000 $. On ne l'a pas fait. Ensuite, comme je vous avais dit, on n'est pas censé retourner quand on était ici justement aux 42 000 $ qu'on bloquait et qu'on s'attendait à une potentielle, on va passer en weekly. Voilà, c'était là. Ouais, voilà, on bloquait là et qu'on s'attendait à une potentielle correction qui pourrait peut-être être plus profonde. Beaucoup, vous voyez les 30 d'aller retaper les 32 000 $. Et je vous avais dit non, on n'est pas censé retourner. Bien entendu, si on y va, ce sera une très grosse opportunité, mais on n'est pas censé y aller, ce serait risqué. Voilà, on n'est pas censé retourner, c'est fini. Ils ont loupé l'opportunité, on n'est pas censé leur faire des cadeaux pour acheter à bon prix. Bien là, c'est pareil. Voilà, ceux qui n'ont pas acheté là-dedans, ou qui ont acheté mais qui se sont fait sortir, et bien ensuite, chut, ça va vite, c'est le bull run. On va pas leur donner l'opportunité de racheter à ce prix-là. Voilà. Donc, techniquement, je pense pas qu'on viendra aux 42 000 $. Bon, ça c'est pour les moyennes mobiles. Ensuite, les bonnes de Bollinger, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc on est bien, on est carrément, voilà, on a validé vraiment la cassure des bonnes de Bollinger. Donc on est, alors non, excusez-moi, hop là, on va se mettre en mensuel. Mais c'est pareil, hein, voilà, en mensuel, on a validé la cassure, on a clôturé au-dessus des bonnes de Bollinger. Et puis là, pour l'instant, ça se passe bien. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'en général, c'est qu'on arrive dans la dernière phase du bull run, la phase où ça va être des montées exponentielles. Vous voyez, en général, le début, c'est doux. Et puis dès qu'on passe au-dessus, bien, ça s'accélère. Hein. Le début, c'est très doux, c'est très doux, c'est très doux. Et puis dès qu'on passe au-dessus, voilà, c'est la dernière partie du bull run. La partie, enfin du bull market, c'est le bull run proprement parlé. La phase où on a vraiment des bougies vertes qui s'accumulent et très peu de corrections ou très faibles. Voilà, pareil, hein, là c'est doux.
pendant, voilà, on galère, et puis dès qu'on passe au-dessus des bonnes de Bollinger en mensuel, eh bien ça s'accélère, c'est la dernière partie du bull run, et on a droit à 4, 5, 6, 7 belles bougies vertes mensuelles. Voilà, donc ça, c'est une chose. On peut passer à la suivante. Donc, alors j'ai rien noté, donc je vais devoir me rappeler les indicateurs que je voulais vous montrer. Bon, je pense qu'on va quand même, comme d'habitude, aller voir l'Ishimoku. Voilà, donc Ishimoku, pareil. Alors là, on a un énorme support, bien entendu, entre les 36 et les 44 000 $, donc aux alentours des 42 000 $. Mais encore une fois, si on voit les précédents bull run, vous voyez que là, on a la même chose ici. Hein, on a le nuage, voilà. Donc on a le nuage, la Kijun et la Tenkan, les triples supports. Voilà, ici, on a le nuage, la Kijun et la Tenkan. Et une fois qu'on est parti, ben, vous voyez, on vient plus sur cette base-là, où il y avait le triple support avec le nuage et la Tenkan ici, donc la pampe aux 500. On est parti, on n'y revient pas. Là, c'est pareil, on avait une base avec la Kijun, la Tenkan et le nuage. Et une fois qu'on est parti, on n'y revient pas. Voilà, donc là, encore une fois, on est parti, eh bien, on n'est pas censé y revenir. Voilà, on n'est pas censé y revenir, donc on reviendra probablement pas avant la fin du bull run aux 40 000 $. Voilà, c'est nous. Bon, bah, sinon, c'est ultra bullish, hein, bien entendu. Voilà, on a la legging span qui est au-dessus du prix. On a le prix qui est au-dessus de tout. Donc voilà, c'est très bullish. On a le gros support, mais voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas censé y revenir. Par contre, hein, on reviendra souvent, probablement, tester la Tenkan. Hein, vous voyez, la sorte de moyenne mobile bleue, là, la ligne bleue, c'est la Tenkan. Par contre, vous voyez qu'on vient la retester. Bull run précédent, on vient la tester. Rarement la Kijun. Ouais, de temps en temps, une petite mèche sur la Kijun. Mais voilà, c'est la Tenkan. Donc par contre, dans un futur proche ou plus lointain, si on revient tester cette Tenkan, ça peut être un bon moment s'il y a eu une correction importante pour recharger. Alors pas forcément sur le Bitcoin, peut-être sur des altcoins qui ont beaucoup plus corrigé, ou de prendre un trade tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour Ishimoku, rien de plus à dire. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Donc là maintenant, on va voir une petite série d'indicateurs qui vont quand même clarifier un peu les choses, dégager quelque chose, et on va parler d'un truc assez important aujourd'hui, c'est la durée du bull run, les conséquences de la montée, la forte montée qu'on a eue récemment, des ETF et tout ça. Voilà, on va un peu éclaircir les choses à ce sujet. Donc on va voir une petite série d'indicateurs. On va commencer par le RSI, et toujours bien entendu en mensuel. Donc rappelez-vous ce qu'on avait fait il y a plusieurs mois, plusieurs années. Et hop, c'est nos deux petits niveaux sur le RSI mensuel. Voilà, alors ça c'est bon, ça par contre, c'est pas de la bonne couleur. Voilà, donc c'est simple, sur le RSI mensuel, les zones rouges, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est des zones de vente, c'est les tops de marché, donc c'est les moments où on réfléchit à la vente, c'est pas des moments où on achète. Et la zone verte, eh bien, c'est les moments où on achète ou on accumule. Voilà, on accumule là, c'est les bottoms, on accumule là, c'est les bottoms, on accumule là, c'est les bottoms, et puis là, on a eu de la chance, on est revenu avec le Covid, on pouvait accumuler encore un petit peu. Puis là, on pouvait accumuler également pas mal. Voilà, ici, toute cette période, les 20 000 $, 25 000, 25 000 ou 25 000, voilà, du 25 000 au 25 000, toute cette période qui a duré assez longtemps, on pouvait accumuler. Voilà. Mais on en est sorti depuis un moment. Hein. On en est sorti justement quand on a cassé ces fameux 31 000 $, ici. Vous voyez, hop, on casse les 31 000 $, on sort de ce niveau. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est plus trop le moment d'acheter. Mais là, carrément, on se rapproche de la zone rouge. Donc voilà, attention, quand il y en a beaucoup qui disent c'est le début, voilà, on a encore beaucoup de temps, c'est pas ce que dit le RSI. Le RSI dit on est beaucoup plus proche de la fin d'une zone de vente que de la zone d'achat. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va se tenir tout de suite, on a encore de la marge, hein, parce que vous voyez, quand on pénètre dedans, on peut faire, souvent même ça fait un double top, vous voyez, un top, on rechute, et puis un top, un double top. Là encore un plus petit, mais aussi également un double top. Et là, on ne le voit pas, mais on a fait un double top également. Regarde, on va zoomer, vous voyez, à ce top là et à ce petit top là. Donc il y avait une méga divergence, ça nous indiquait, attention, on est probablement déjà dans une correction, le bear market a déjà probablement
commencer. Voilà, c'est juste un petit fake out. Donc, il y a quand même encore de la marge, mais voilà, on est beaucoup plus proche de la zone où il faut commencer à penser à une stratégie de sortie, plutôt que de la zone où on fait des achats. Bien entendu, ça, c'est pour le Bitcoin. Sur certains altcoins, on est encore très bas, c'est pas la même chose, donc voilà pourquoi certains altcoins sont encore intéressants à l'achat pour le Bitcoin. C'est le moment d'attendre tout simplement que les choses se passent. Et on verra plus tard le moment de sortir. Voilà, ça, c'est le premier indicateur, c'est le RSI. Ensuite, on va voir... alors, il faut que je me rappelle ce que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais plus, mais on va aller voir déjà celui-là, parce que celui-là aussi, je voulais vous montrer. Alors, rappelez-vous, c'est l'indicateur. C'est un indicateur de, je l'ai appelé de sentiment, parce qu'il nous donne un peu le sentiment du marché. Et son surnom, c'est l'indicateur des petits poissons. Tout simplement parce que ça dessine comme des petits poissons. Vous voyez, une queue de poisson, le corps, une queue de poisson, le corps, une queue de poisson, le corps, une queue de poisson, le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cet indicateur? C'est très simple. Vous voyez que ici, on est sur un top de bull run, et donc ça rechute. On croise la ligne rouge, et puis ensuite, hop, on repart, on la recroise à la hausse, début d'un nouveau bull run, on forme un corps de, entre guillemets, poisson, et puis quand ça commence à chuter, c'est un avertissement, et voilà, début du bear market, et puis quand ça croise à la baisse, c'est l'ultime confirmation, ça veut dire qu'on va rentrer dans la dernière phase du bear market, en gros c'est la phase de bottom, c'est la phase, si vous voulez, d'accumulation, c'est la meilleure période ici, quand on est dans cette queue de poisson en bleu là, hop, tout ça pour accumuler, vous voyez, vous accumulez tout ça, voilà, tout le bottom. Et puis là, c'est la confirmation du bull run. Donc, soit vous arrêtez d'accumuler, soit, si vous préférez ne pas accumuler et acheter sur confirmation, ça peut être votre confirmation, et vous pouvez acheter ici, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, ça monte, on forme le corps du poisson, et puis quand ça redescend, eh bien, attention, c'est la fin. Et puis là, c'est la confirmation ultime du bear market. Et puis ensuite, en général, il y a une grosse chute, vous voyez. On a eu la confirmation là. Et puis ensuite, il y a eu quoi? Voilà, la dernière phase du bear market, c'est-à-dire moins 50%. Et puis la formation du bottom. Alors, on peut accumuler, on peut accumuler, on peut accumuler, on peut accumuler. Confirmation. Et puis après, ça monte. Ça forme le corps d'un nouveau poisson. Et puis quand ça commence à chuter, attention, attention. Et ensuite, ultime confirmation, encore une fois, après le... Vous voyez, ça nous a fait encore une fois sur la bougie avant la grosse chute. Et ça nous prévient qu'il va y avoir une grosse chute. Voilà, encore une fois, pratiquement 50%. Oui, 50% d'ailleurs, parce que là, on était à 34 000, on est descendu à pratiquement 15 000, donc 50%. Et on a la période d'accumulation où on peut accumuler, on peut accumuler, on peut accumuler. Et puis ici, on a la confirmation. On a la confirmation, voilà, ici, en août-septembre, ici, juste avant, justement, la belle montée. Vous voyez, alors je sais pas si les gros investisseurs ils servent de mon indicateur, mais à chaque fois quand ça croise, la bougie d'après, c'est le départ soit de la chute, soit de la montée. Donc voilà, encore une fois, après le croisement, on a eu l'accélération, c'est-à-dire à partir des 25 000 $, on a accéléré. Et puis voilà, on forme un nouveau corps de poisson. Donc tout ça pour dire que on en est où? Eh bien, on va peut-être se tracer une petite ligne. On va essayer d'être un peu plus précis quand même. Ouais, on va aller descendre les... Non. Voilà, on va essayer d'être précis, puis on va les mettre d'une autre couleur, puisqu'on a déjà du bleu, on va la mettre en jaune. Voilà, donc là on en est, voilà, on va aller par exemple à ce bull run, on en est là. Vous voyez, qu'on est, ça veut dire qu'on était à peu près là. Donc on avait encore une montée, une correction, et puis encore une montée. Et puis voilà, après le top, ça nous mène là, vous voyez, c'est-à-dire le top c'est pas là, hein, vous voyez, ça diverge en fait, ça continue à monter mais ça commence à descendre. C'est un avertissement, ça veut dire que voilà, la prochaine vague haussière, ce sera la dernière. Ensuite, par rapport à ce bull run, on en est là à peu près, là. Donc à peu près ici. Vous voyez. D'ailleurs, il y a encore une correction. Une correction à ce niveau-là. Vous voyez, on a cassé cette zone. Hein. À chaque fois, on a cassé cette zone blanche. On a cassé cette zone blanche. Et on en est là. Et vous voyez, après ça monte. Et le top, il s'est fait ici. Et voilà, là par contre, dès qu'on n'a pas eu de divergence, on a commencé à descendre. C'était voilà, la fin. Et ensuite, par rapport au dernier bull run, on en est là. Alors là, on était quasiment sur le top. On était déjà au top du bull run. Voilà. Donc là, je pense pas qu'on soit au top, hein, vous voyez, parce qu'ils ont différentes tailles, les poissons. Hein. Je pense que le bull run précédent était un bull run assez faible. Il manquait un peu de puissance.
on espère que celui-ci sera beaucoup plus puissant. Et pour l'instant, c'est le cas. Mais quoi qu'il en soit, comme vous pouvez voir, on est très proche, hein, si on met par exemple le top du top, voilà, on est plus proche. Alors attention, on l'a dit, hein, quand on arrive ici, on peut y rester un certain temps, diverger, diverger. C'est juste un avertissement pour nous dire attention, voilà, dans peut-être quelques mois, ça sera fini. Ouais. Mais encore une fois, vous voyez là, c'est la période d'accumulation, donc le bottom, on est plus proche des tops que des bottoms. Ça nous raconte à peu près la même histoire que le RSI. Voilà. Donc il faudra bien surveiller le jour où on aura, peu importe si on traîne, ou voilà, peu importe, mais le jour où on a vraiment quelque chose qui va commencer à faire voilà, un arrondi comme ça, il faudra très prudent et penser à aller vérifier les autres indicateurs pour voir si c'est pas le moment de sortir. Et je sais vraiment plus lequel je voulais vous montrer ensuite. J'avais un troisième indicateur qui nous donnait à peu près la même chose. Alors, ce qu'on va aller voir, eh ben, je pense que d'ailleurs ça va nous servir, ça va nous raconter la même histoire, c'est le MACD tout simplement comme d'hab, et surtout le stock RSI. Donc c'est même plutôt le stock RSI qu'on va s'intéresser. Voilà, donc encore une fois, pareil, vous voyez les bottoms, ça se fait en zone de survente, les tops en zone de surachat, les bottoms en survente, les tops dans la zone de surachat, survente, surachat, survente, surachat. C'est ce qu'on avait vu ici, hein, qu'on appelle les traits. Je vous avais prévenu, attendez-vous à ce qu'on reste 6 mois ou 1 an dans cette zone avant de vraiment commencer à monter. Hein. C'est ce qui s'est passé parce que c'est ce qu'on avait eu dans les précédents bull runs. Donc là, vous voyez qu'on est... Je peux vous remettre encore un petit dessin. Bon, ça ne veut pas valider. Ok. Revient en arrière. Ok. Je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. Donc, alors je vais aussi remettre l'équivalent. Donc, zone d'achat, zone de vente, zone d'achat, zone de vente, zone d'achat, zone de vente, zone d'achat, voilà. On est beaucoup plus proche, ouais, puisqu'on est même dedans des zones de vente que dans des zones d'achat. C'est clairement visible ici. Par contre, attention, on peut y rester très longtemps. Vous voyez que ici, là, quand on a pénétré en premièrement, voilà ici, on était à peu près justement ici, là, voilà, au niveau du halving, ici, et on avait encore beaucoup de marge, puisqu'on peut y rester, comme on peut y rester dans la zone de survente, on peut également rester dans la zone de surachat un certain temps. Mais quoi qu'il en soit, on peut effectivement y rester encore plusieurs mois, peut-être un an, etc. Il n'y a pas de problème. Mais d'une, quand on commencera à recasser, hein, vous voyez comme ici, la zone de surachat, ou comme ici, bon, bah, ce sera probablement la fin du bull run. Mais également, on peut voir une chose, c'est qu'on est quand même beaucoup plus proche eh bien, des tops que des bottoms. Voilà. Donc, les indicateurs, ils nous disent tous la même chose, que il y a encore de la marge, on peut encore très bien, le bull run peut encore continuer plusieurs mois, voire un an, peut-être un peu plus, mais voilà, on est quand même beaucoup proche, on est plutôt dans une dernière partie de bull run que dans un début de bull run. Maintenant, je vais juste boire un coup d'eau et puis on va enchaîner sur la suite. Donc, comme vous pouvez voir, dans les précédents bull run, on n'a jamais fait un nouveau plus haut avant les halvings. Alors, je peux vous mettre, si vous voulez, hop, on ne le fera pas sur, je ne vais pas vous mettre une ligne à chaque fois, mais voilà, vous voyez, je vous mets une ligne jaune. On a cassé le plus haut ici. Vous voyez que c'était bien après le halving. Bon, voilà, ça serait bien, je vais me servir de la même. Ici, c'est pareil, on a cassé ici, bien après le halving. Et ici, hop, dernier bull run, c'était pareil, on a cassé bien après le halving. Bon, bah si je vous mets la même chose, vous voyez qu'on n'est pas très loin de casser. Et on est avant le halving. On a beaucoup d'avance par rapport à tous les bull runs. Ça veut dire qu'on a un début de bull run
plus puissant, alors pas en termes de pourcentage bien évidemment, parce que les pourcentages avant étaient énormes, on ne pourra jamais refaire des pourcentages comme les premiers bull runs, mais voilà, en termes de puissance, donc par rapport au dernier top, eh bien on n'a jamais eu un bull run aussi puissant. Et ça, je vous avais prévenu dès le fin d'année 2022, début d'année 2023, dans la vidéo justement annuelle, que c'est ce qui se risquait de se passer, d'avoir un début de bull run, donc année 2023-2024, extrêmement puissant, plus puissant que les précédents bull run. Puisque ça s'explique par deux choses. Premièrement, comme je vous avais dit, eh bien, il y a de plus en plus de monde qui vont, d'une part, holder, ce qui fait que les bull runs sont de moins en moins faibles. Hein. Ça commence à 90, et puis après c'était 88%, 84%, et là on avait estimé, donc on aurait un bear market d'environ 78 à 82%. Bon, on a eu 77, donc c'était parfait à peu près dans nos targets. Puisqu'il s'affaiblit à chaque fois le bear market, forcément, il y a de plus en plus de gens qui hold sur du long terme, de plus en plus d'investisseurs long terme, de gros portefeuilles, etc., de choses plus sérieuses hein, que simplement, comme au départ, c'était juste les mecs dans leur chambre ou leur garage. Et donc les bear markets sont de moins en moins puissants déjà. Mais également, c'est quoi? Il faut revenir, je me suis perdu du coup dans ce que j'ai dit. Donc, on en revient à les bull runs, voilà, la puissance du bull run. Donc, les débuts de bull run beaucoup plus puissants, puisqu'il y a beaucoup plus de holders, et surtout, il y a beaucoup plus de gens qui attendent à chaque bear market, qui attendent les bear markets, et ils attendent les bottoms pour pouvoir accumuler. Il y a beaucoup plus de gens formés, et qui ont confiance aussi également, qui savent du coup que voilà, c'est pas la fin du monde, hein, quand tout le monde dit que Bitcoin est mort, c'est pas la fin du monde, au contraire, c'est le meilleur moment. Bah, c'est ce qu'on fait depuis que je fais des analyses sur TradingView, et on a accumulé ici, on a accumulé ici, on a accumulé ici, ou racheté également sur chaque confirmation. Et il y a plus de gens qui font ça. Ça veut dire qui réaccumulent et qui rachètent, ou alors qui rachètent sur les premières confirmations, en prévision justement du nouveau cycle, qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent le cycle, et qui donc en début, après le bottom, qui rachètent. Il y en a de plus en plus de gens qui rachètent parce qu'ils ont plus de confiance. Parce qu'à l'époque, là ici par exemple, en 2015, après c'était MTGOX, hein, la plus grosse plateforme, qui avait genre 90% de tous les échangeurs, et très peu d'échangeurs. Quand il y a eu le hack et il y a eu ce bear market, les gens n'étaient pas chauds pour racheter. Il n'y avait plus de confiance. Et donc c'est pour ça que ça a très longtemps, ça a galéré. Il n'y a pas eu un début de bull run très puissant. C'était plutôt, voilà, c'était plutôt à plat. Et c'est que sur la fin que ça a vraiment accéléré. Alors que le précédent, on a eu un début de bull market extrêmement puissant. C'était le plus puissant. Vous voyez, on est venu rechercher les 0,618 extrêmement rapidement. Bon, ça s'est payé du coup après. Bon, en plus, avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses, mais on a quand même une grosse correction, même avant celle du Covid, parce qu'on est monté beaucoup trop vite. Mais vous voyez qu'après, hop, ça a réaccumulé également rapidement. Et bien, je vous avais dit que ce coup-ci, on pourrait avoir un début de bull run encore plus impressionnant, puisqu'il y avait encore plus de gens qui hold sur long terme, et encore plus de gens qui se préparent et qui accumulent, et qui accumulent, et qui accumulent, et qui accumulent, parce qu'il y a encore plus de confiance sur le Bitcoin, tout simplement. Donc, ceci étant dit, maintenant il va y avoir plusieurs possibilités, vu qu'on est beaucoup en avance. Soit ça va se terminer plus tôt, soit ça va, le cycle ne va pas changer et on va avoir un cycle aussi long, et donc on risque d'avoir un très beau bull run, puisqu'on est beaucoup en avance. Maintenant, il y a le halving. Est-ce que le halving est suffisant à lui tout seul pour prolonger le Bitcoin, le bull run,
aussi longtemps que les cycles précédents? Je ne pense pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez le voir ici. Vous voyez, le halving, c'est quoi en fait? C'est tout simplement les récompenses pour les mineurs qui sont distribuées à chaque bloc. Donc un bloc, je crois que c'est un bloc toutes les 10 minutes environ. Donc au départ, toutes les 10 minutes, il y avait 50 bitcoins qui étaient donnés en récompense aux mineurs. Et puis après le premier halving, c'était plus que 25 toutes les 10 minutes. Donc vous voyez, c'est énorme. Quand vous passez de 50 bitcoins qui sont produits toutes les 10 minutes à 25, c'est énorme. Ça vous fait 25 bitcoins de différence. Mais ensuite, au prochain halving, c'est 12,5. Donc là, ça fait 12,5 en moins chaque 10 blocs. C'est encore important. Mais là, déjà, on n'est plus qu'à 6,5 de différence entre cette période et cette période-là. C'est pourquoi on a eu un Bitcoin, un bull run quand même au final assez faible, qui nous a fait un double top et qui n'a pas réussi à monter aux 150 000 $, parce qu'il n'y avait pas des conditions extérieures suffisantes et que le halving n'a pas suffi à faire exploser à lui tout seul, puisque il a de moins en moins de puissance le halving. Et là, bon, carrément, on passe de 6,5 à 325, donc ça nous fait plus que environ 3 de moins chaque bloc. Donc au départ, là on a une différence de 25 chaque bloc, là on a plus qu'une différence de 3, vous voyez bien que c'est beaucoup moins important, bien entendu, qu'au départ. Donc le halving a moins de force. Donc pour aider le Bitcoin, il nous faudrait autre chose. Donc effectivement, on a peut-être les ETF. Alors les ETF vont-ils être suffisants ou pas? Voilà, puisque les ETF ont également, pourquoi on a eu cette grosse montée, c'était non seulement, comme je vous ai expliqué, beaucoup plus de gens qui ont holdé et qui ont anticipé le halving, mais également l'anticipation des ETF. Donc, les ETF, comme on a pu le voir, ça marche bien, donc ça va contribuer à faire encore monter le prix. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour justement avoir un bull run qui dure autant de temps que les précédents, et donc qu'on ait encore au moins un an de bull run? Bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, faut quand même être prudent, puisque, comme on a vu sur les indicateurs, on est plus proche des zones de top que de bottom. Bien entendu, je pense que dans pas longtemps, on ira voir également du côté des analyses on-chain, ça pourra nous aider également. Et puis on fera également sur la vidéo sur la fin du bull run, avec tous les indicateurs qui vous annonceront la fin du bull run. Bien entendu, on la fera, je pense, dans les semaines qui viennent. Mais également, il faut être prudent à cause du pivot de la Fed. Voilà, parce qu'on le sait que quasiment à tous les coups, quand il y a le pivot de la Fed, eh bien on est sur un top de marché, là on parle des marchés traditionnels, et qu'on a une grosse correction. Mais on sait également que le Bitcoin, dans les grosses corrections des marchés traditionnels, les gros crashs, eh bien les cryptos y suivent forcément, puisque quand les gens ils se protègent, ils sortent des marchés à risque, et les cryptos, c'est un des marchés les plus risqués. Donc, si le pivot de la Fed qui va avoir lieu dans les mois qui viennent fait, comme d'habitude, un gros crash sur les marchés traditionnels, et on aura probablement la même chose sur les cryptos. Alors, est-ce que ce sera juste est-ce que ça va être rapide? Ce sera juste une grosse correction, et donc ça nous donnerait juste une grosse correction, voire un range, après une chute, un range, et puis reprendre le bull run, ou est-ce que ça marquera le début du bear market, et du coup en avance, justement là on est en avance? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de voir dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, c'est à peu près ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je rentre pas trop dans les détails, puisque sinon la vidéo va faire 3 heures, mais on y reviendra. Le pivot de la Fed, on y reviendra, on y consacrera une vidéo. Les objectifs du bull run, on y reviendra. Et la vidéo sur tous les indicateurs sur la fin du bull run, comme je vous avais donné lors du précédent bull run, comme je vous ai donné également sur les bottoms, elle viendra également dans les semaines qui viennent. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos altcoins préférés, puisque dans la prochaine vidéo, j'analyserai quelques altcoins, l'Ethereum également, bien entendu. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Tchuss.